Comment un homme de 67 ans peut-il veiller sur sa jeune belle-fille, surtout quand il découvre que cette femme, qui pleure seule dans l'obscurité de la nuit, cache un secret qu'elle ne peut confier à personne? L'histoire se déroule dans une vieille maison de campagne paisible, où l'air est empreint de solitude et d'attente. Jusqu'à cette nuit où un sanglot étouffé, déchirant, s'est échappé de l'entrebâillement de la porte de la chambre de ma belle-fille. Je n'aurais jamais imaginé qu'un regard, mu par la compassion, allumerait une flamme silencieuse. Ce qui s'est passé entre nous, était-ce le salut de deux âmes solitaires ou le début d'une chute sans retour? Pierre, vous avez vu quelque chose? À 1 heure du matin, la voix tremblante de Manon s'éleva depuis le seuil de ma porte. Manon, n'aie pas peur. J'ai juste été maladroit. Je sais tout maintenant. Tout ce que tu as supporté seul. Et Yuvi, Anilexe, son visage devint instantanément blême, une expression de honte et de panique se peignant sur ses traits. Pierre, pardonnez-moi. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas ta faute. Une jeune femme qui vit seule. Certaines choses sont inévitables, mais c'est si humiliant. Elle se couvrit le visage de ses mains, secouée par des sanglots qu'elle ne pouvait plus retenir. Manon, depuis combien de temps Thomas n'est-il pas rentré? 3 mois. Ça fait 3 mois que je ne l'ai pas vu. Et durant ces 3 mois, tu as été comme ça, toute seule? Oui. Chaque soir, toute seule. À ces mots, mon cœur se déchira. Ainsi, durant ces 3 mois, c'est de cette manière qu'elle avait traversé chaque nuit solitaire. Manon, si ça ne te dérange pas, peut-être que je pourrais t'aider. Ses yeux s'écarquillèrent, l'incrédulité se lisant sur son visage. Pierre, mais que dites-vous? Ne continue pas à te battre seul. Mon épaule peut te servir de refuge pour un temps. Mais je suis votre belle-fille, je le sais. Mais avant cela, tu es une femme seule. Et je suis un homme seul. Cette nuit-là, dehors, la pluie tombait à verse. Dans mes 67 années d'existence, toutes les notions de bien et de mal semblaient soudainement s'être estompées. L'histoire d'aujourd'hui commence maintenant. Tout a débuté au début du mois d'avril de cette année, au moment où les glycines commençaient à peine à fleurir. Ma belle-fille, Manon, m'a téléphoné un jeudi soir. D'une voix hésitante, elle m'a demandé si elle pouvait venir passer 1 mois dans ma vieille maison à la campagne pour se reposer. J'ai bien sûr accepté sur le champ. Mon fils, Thomas, repartait pour 1 mois en déplacement à Lyon. Plutôt que de la laisser seule dans leur appartement parisien, il valait mieux qu'elle vienne prendre l'air ici. Pour être honnête, veuf depuis 6 ans, je gardais cette grande maison vide, et le silence était devenu trop pesant. Depuis le départ de ma femme, plus un rire n'avait résonné entre ces murs. Pour un homme de 67 ans, ce n'était plus qu'un endroit où dormir. Manon est arrivée un samedi, vers 3 heures de l'après-midi. Le trajet en car depuis Paris jusqu'à notre village en périphérie prend environ 2 heures et demie. La veille, j'étais allée spécialement au marché pour acheter les légumes qu'elle aimait et une barquette de carottes râpées dont elle raffolait. De retour à la maison, j'avais nettoyé la chambre principale de fond en comble, aéré la couette au soleil, changé la tête d'oreiller et même disposé un vase de fleurs des champs fraîchement cueillis. Quand Manon a poussé la porte, son visage était encore plus creusé qu'à Paris. Déjà menue de nature, elle avait perdu les joues, rendant la ligne de sa mâchoire particulièrement saillante. Elle portait un t-shirt noir à manches longues et un jean, des vêtements qui semblaient flotter sur elle. Sa silhouette d'environ 1,58 m, combinée à ce visage sans vie, m'a serré le cœur. Manon n'avait apporté qu'une petite valise, bien trop peu pour quelqu'un censé rester 1 mois. J'ai pris son bagage et l'ai conduite à la chambre. En sentant l'odeur du soleil sur la couette, elle a esquissé un léger sourire. Mais ce sourire s'est arrêté à ses lèvres, sans la moindre étincelle dans son regard. Le premier dîner fut silencieux. J'avais préparé les légumes du marché et une soupe réconfortante. Manon n'a mangé qu'un demi-bol de riz et bu quelques cuillerées de soupe avant de poser ses couverts. Je lui ai demandé si elle n'avait pas d'appétit. Elle a répondu que sa digestion était difficile ces derniers temps. Quand j'ai insisté pour savoir si elle avait vu un médecin, elle a simplement dit « c'est le stress ». Après cette phrase, elle a baissé les yeux sur son bol et n'a plus dit un mot. Je n'ai pas osé la questionner davantage, mais je sentais que cette belle fille si discrète portait une profonde souffrance. Après le repas, Manon est retournée dans sa chambre. Je suis sortie dans le jardin pour fumer une cigarette. En cette soirée d'avril, l'air était encore frais. Le ciel était constellé d'étoiles et au loin, on entendait le coassement de quelques grenouilles. J'ai expiré une bouffée de fumée. Le cœur lourd. Je ne pouvais m'empêcher d'en vouloir à ce vaurien de Thomas.
Comment pouvait-il laisser sa femme dans un tel état? Depuis qu'il avait obtenu son diplôme et intégré cette grande entreprise, il ne voyait plus que sa carrière. Marié depuis 6 ans, il passait plus de temps en déplacement qu'à la maison. Ma sœur m'avait même raconté qu'il avait osé demander à Manon pourquoi elle ne tombait pas enceinte. Comment parler d'enfant quand on ne prend même pas soin de sa propre femme? J'ai écrasé ma cigarette et suis rentré. La porte de la chambre principale laissait filtrer une faible lueur. Apparemment, Manon n'était pas encore couchée. Je me suis arrêté, tendant l'oreille. Aucun son ne provenait de la pièce. Ni télévision, ni musique. Juste un silence de mort. Cette quiétude excessive me parut anormale. Je suis allé boire un verre d'eau à la cuisine, puis je suis retourné dans ma petite chambre. Du vivant de ma femme, nous dormions dans la chambre principale, devenue aujourd'hui une chambre d'amis. Je dormais désormais dans la petite pièce en face du salon. Allongé sur mon lit, impossible de trouver le sommeil. Vers 11 heures du soir, la soif me reprit. En sortant, je suis de nouveau passé devant la chambre de Manon. La lumière filtrait toujours sous la porte, mais cette fois, j'ai perçu un son, un sanglot étouffé. Ma belle-fille était en train de pleurer. Je me suis figé. L'envie de frapper à sa porte et de lui demander si tout allait bien me démangeait, mais après réflexion, j'ai abandonné l'idée. Être était-elle au téléphone avec son mari, ce qui expliquait ses larmes. En tant que beau-père, je ne devais pas m'immiscer. Je suis retourné dans ma chambre après avoir bu, mais le son de ses pleurs résonnait en moi. C'était un son faible, triste, celui d'une personne qui lutte de toutes ses forces pour ne pas éclater. Quel pauvre enfant! En fixant le plafond, j'ai soupiré. Je me suis souvenu de la première année après la perte de ma femme. Je pleurais aussi seul, chaque nuit. Je savais ce que c'était, ce vide immense laissé par la disparition soudaine d'une personne qui a partagé votre vie pendant 50 ans. Mais le mari de Manon, lui, était bien vivant. Et pourtant, elle pleurait. Soudain, j'ai réalisé que c'était peu, être encore plus triste. Le lendemain matin, Manon s'est levée très tôt. Elle était déjà dans la cuisine à préparer le petit déjeuner. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'elle s'en occupait. Elle avait fait une soupe et des œufs brouillés. Elle semblait sereine, comme si elle n'avait pas pleuré la veille. Pourtant, ses yeux étaient légèrement gonflés. Je lui ai demandé si elle avait bien dormi. Elle a répondu que l'air de la campagne lui faisait du bien et qu'elle avait dormi d'un sommeil de plomb. Je savais qu'elle mentait. Après le petit déjeuner, Manon a dit qu'elle voulait balayer la cour. Je ne l'en ai pas empêchée. Bouger son corps valait sans doute mieux que de broyer du noir à l'intérieur. Manon, un balai à la main, a commencé à rassembler les feuilles mortes. Le soleil d'avril illuminait ses cheveux de jais. Assis sur le seuil du salon, je la regardais en silence. Quelle petite personne! Sa silhouette était si menue qu'avec ce balai, elle ressemblait presque à une lycéenne. Mais quel poids portait-elle sur ses si frêles épaules? Je n'ai pu m'empêcher de penser à ma femme, elle aussi une petite femme, qui avait silencieusement veillé sur cette maison et sur moi toute sa vie. Cet après-midi-là, je suis allé travailler au potager. J'ai désherbé, j'ai entretenu les tuteurs des haricots. Manon, elle, a rangé quelques affaires dans la maison, puis s'est assise sur le perron, le regard perdu dans le ciel. Je suis rentré des champs juste à ce moment-là. La lumière du couchant l'enveloppait, et le profil de son visage dégageait une solitude indicible. Ce soir-là, les pleurs ont de nouveau émané de la chambre de Manon, plus distincts que la veille. En allant boire un verre d'eau, je n'ai pu m'empêcher de regarder en direction de sa porte. Comment son corps pouvait-il supporter de pleurer ainsi chaque nuit? J'ai hésité à frapper, mais j'ai renoncé. Un beau-père allant frapper à la porte de sa belle-fille au milieu de la nuit. Cela semblait déplacé. 3 jours ont passé ainsi. Le jour, Manon s'occupait tranquillement des tâches ménagères ou restait assise dans la cour. La nuit, sa chambre se remplissait de sanglots. Je l'entendais, mais je faisais semblant de ne rien savoir. Cependant, la 4e nuit, alors que je me relevais encore pour aller boire, le bruit provenant de sa chambre était différent. Ce n'était plus un sanglot continu, mais une plainte intermittente, presque un gémissement. La porte de sa chambre était restée entr'ouverte, laissant un mince filet de lumière s'échapper. Retenant mon souffle, je me suis approché doucement et j'ai regardé par la fente. À cet instant, mon cœur a failli s'arrêter. Manon était à demi assise sur le lit, vêtue d'une fine chemise de nuit. Ce que j'ai vu à travers l'entrebâillement m'a brisé le cœur. Les yeux fermés, les lèvres pincées, sa main tremblante caressait doucement son propre corps, comme pour apaiser une solitude trop lourde. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. J'étais cloué sur place,
l'esprit vide. Je savais que je devais me détourner immédiatement, mais mes pieds étaient comme scellés au sol. Mon cœur battait à tout rompre, ma bouche était sèche. Manon endurait tout cela, seule, en silence. Après un moment, elle a laissé échapper un faible gémissement et s'est affalée sur le lit, l'air de la personne la plus seule au monde. C'est seulement à ce moment-là que j'ai repris mes esprits et que je suis retourné, chancelant, dans ma chambre. J'ai fermé la porte et me suis blotti sous ma couverture, mais l'image que je venais de voir tournait en boucle dans ma tête. Les épaules menues de ma belle-fille, son visage baigné de larmes, ses mains tremblantes. Il ne devait pas en être ainsi. J'ai enfoui ma tête dans l'oreiller, fermant les yeux de toutes mes forces, mais cette scène était gravée dans mon esprit. Plus important encore, une chaleur que j'avais oubliée depuis longtemps commençait à circuler en moi. J'ai 67 ans. Ma femme est décédée il y a 6 ans, et je n'ai approché aucune autre femme depuis. Je pensais que ce genre de désir, et même l'énergie pour l'éprouver, m'avait quitté. Mais cette nuit-là, j'ai réalisé que les émotions endormies au plus profond de moi semblaient s'être réveillées. À partir de ce jour, je n'osais plus regarder Manon dans les yeux. Que ce soit à table ou dans la cour, j'évitais inconsciemment son regard. La scène de cette nuit-là se rejouait sans cesse dans ma tête. Le souvenir de ma belle-fille, assise sur son lit, se consolant en larmes, était profondément ancré en moi. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Manon m'a demandé timidement « Pierre, vous ne vous sentez pas bien ?» J'ai sursauté, manquant de faire tomber mes couverts. « Non, non, tout va bien », ai-je bredouillé. Elle a ajouté que j'avais mauvaise mine et m'a demandé si j'avais mal dormi. Bien sûr que j'avais mal dormi. Comment aurais-je pu dormir après avoir surpris ma belle-fille apaisant sa propre solitude? Mais je ne pouvais évidemment pas lui dire ça. J'ai prétexté que c'était l'âge, que mon sommeil était moins bon ces derniers temps. Ce jour-là, je ne suis pas allé au potager. Je me suis réfugié dans la remise derrière la maison pour trier de vieilles affaires. Je ne savais pas comment rester dans le même espace que Manon. Plus que de la gêne, c'était de la peur. La peur de ces pensées que je n'aurais pas dû avoir. En rangeant, je suis tombé sur des objets ayant appartenu à ma femme. Sa vieille boîte à couture, son tablier usé, son mouchoir en tissu fleuri préféré. Je les ai pris un par un, me remémorant ma femme. « Ma chérie, je crois que j'ai des pensées que je ne devrais pas avoir », lui ai-je dit en silence. Elle était décédée d'une maladie il y a 6 ans. Avant de partir, elle m'avait pris la main et m'avait demandé de ne pas finir mes jours seule. Mais elle pensait sûrement à ce que je retrouve une compagne, pas que je développe des sentiments déplacés pour ma propre belle-fille. J'ai soupiré, fermé la porte de la remise et regardé en direction de la maison. Manon était assise sur le seuil du salon, en train de plier du linge. « Elle n'est que ma belle-fille », me suis-je répété, la femme de mon fils. Mais cette étrange chaleur au fond de moi refusait de s'éteindre. Le soir, je suis allé à l'épicerie du village acheter une bouteille de vin rouge. De retour, je me suis assis sur le perron pour boire. J'avais besoin d'un peu d'alcool pour anesthésier mon esprit confus. Manon a apporté le dîner depuis la cuisine, un sauté de porc et des haricots verts. Je mangeais en alternant une gorgée de vin et une bouchée de riz. Manon était assise en face de moi, mangeant en silence. Je l'ai regardée à la dérobée. Son t-shirt gris semblait particulièrement moulant ce soir. Non, ce n'était sûrement qu'une illusion. J'ai vite détourné le regard et bu une autre grande gorgée de vin. C'est alors que Manon a soudainement pris la parole. « Pierre, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» J'ai sursauté et levé les yeux vers elle. Elle a dit qu'elle avait l'impression que je l'évitais depuis quelques jours et voulait savoir si elle avait mal agi. J'ai nié en bloc. J'ai dit que ce n'était pas ça, mais je ne savais pas comment l'expliquer. Je ne pouvais tout de même pas lui dire « c'est parce que je t'ai vue la nuit, seule, et que ça me met mal à l'aise ». J'ai dû répéter que je ne me sentais pas très bien ces derniers temps, que ça n'avait rien à voir avec elle. Manon a paru soulagée, mais au fond de son regard, une tristesse indéfinissable persistait. Après le dîner, Manon a fait la vaisselle. J'ai continué à boire mon vin sur le perron. La brise d'avril était agréable, et le ciel était si rempli d'étoiles qu'on aurait dit qu'elles allaient tomber. C'est alors que Manon m'a demandé si elle pouvait s'asseoir avec moi. J'ai hoché la tête. Elle s'est assise timidement à côté de moi. Une légère odeur de savon émanait d'elle. Elle devait venir de prendre sa douche. « Il y a tellement d'étoiles », a-t-elle murmuré en regardant le ciel. « Oui, c'est comme ça à la campagne. À Paris, on en voit rarement autant, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, on n'en voit presque jamais », a-t-elle répondu doucement. Nous sommes restés silencieux un moment, à contempler le ciel. Le chant des grillons emplissait la cour. C'est alors que Manon a dit d'une petite voix « Merci ».
Je lui ai demandé de quoi elle me remerciait. « Merci de m'avoir laissé venir ici. Je peux enfin me détendre. » À Paris, j'avais l'impression d'étouffer chaque jour. Sa voix était légèrement tremblante. Je me suis tournée vers elle. Au clair de lune, son profil semblait d'une pâleur saisissante. Je lui ai demandé prudemment. « Thomas rentre rarement à la maison, n'est-ce pas ?» Manon est restée silencieuse un instant avant de hocher doucement la tête. Il rentre 1 ou 2 fois par mois, et toujours au milieu de la nuit, pour repartir tôt le matin. On se croise à peine. « Tu dois te sentir bien seule, ai-je dit. Manon a répondu « Ce n'est pas grave. C'est la vie de beaucoup de gens, non ?» Elle a tenté un sourire, mais il était si triste. L'image de cette nuit-là m'est revenue en mémoire. Ma belle-fille, seule, en larmes, se consolant elle-même. Quelle solitude, quel besoin de chaleur pouvait la pousser à faire cela. J'ai dit à Manon, « Si tu trouves que c'est trop dur, tu peux toujours m'en parler, je t'écouterai. » Manon m'a regardé, les yeux pleins de surprise et de gratitude. Elle a murmuré un « merci ». Nous avons de nouveau levé les yeux vers le ciel étoilé. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai senti que ma belle-fille n'était pas seulement la femme de mon fils. Elle était aussi une femme seule qui avait besoin d'être aimée. Cette nuit-là, les mêmes sons étouffés ont de nouveau traversé le mur depuis la chambre de Manon. Cette fois, je ne suis pas allée à la cuisine sous prétexte de boire de l'eau. Je suis restée allongée dans ma chambre, à écouter. Ces gémissements contenus, le frottement des draps, tout parvenait à mes oreilles. J'ai fermé les yeux, mais ces sons tournaient en boucle dans ma tête. Une chaleur a commencé à parcourir mon corps. Non, je ne peux pas. Je me le suis répété. Mais mon corps ne m'obéissait pas. C'était une sensation que je n'avais jamais ressentie en 67 ans. Ou plutôt, une sensation que j'avais oubliée depuis trop longtemps. J'ai enfoui ma tête dans l'oreiller, mais les bruits provenant de la chambre principale restaient parfaitement audibles. Cette nuit-là, je n'ai quasiment pas dormi. Le lendemain matin, je me suis assis à table avec des yeux injectés de sang. Manon, comme d'habitude, avait préparé le petit déjeuner. Mais elle aussi semblait épuisée, avec de profondes cernes sous les yeux. Nous avons mangé en silence, dans une atmosphère un peu gênante. C'est alors que Manon m'a soudainement demandé « Pierre, est-ce que je fais beaucoup de bruit la nuit ?» J'ai senti ma respiration se bloquer. « Du bruit ? Comment ça ? J'ai peur de parler en dormant ou quelque chose comme ça. »« Non, pas du tout, je n'ai rien entendu. » Ai-je menti ? Manon a poussé un soupir de soulagement. « Tant mieux. Je fais beaucoup de cauchemars en ce moment, j'avais peur de vous déranger. Ne t'inquiète pas pour ça, ai-je dit. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas des cauchemars. C'était la preuve de sa solitude, qu'elle affrontait seule, chaque nuit. Cet après-midi-là, je suis allée travailler au potager, arrachant les mauvaises herbes sous un soleil de plomb, dans l'espoir de me rafraîchir les idées. Mais mon esprit restait confus. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne devrais pas regarder ma belle-fille de cette manière. Mais l'image de cette nuit-là revenait sans cesse. J'ai jeté ma houe par terre et j'ai poussé un long soupir. C'est alors que j'ai entendu quelqu'un m'appeler. En me retournant, j'ai vu ma sœur, Françoise. Elle avait entendu dire que Manon était là et venait prendre des nouvelles. À 61 ans, elle était encore pleine de vie et s'occupait seule de ses terres dans le village. Je l'ai fait entrer. 1 heure plus tard, Françoise est revenue me voir au potager. « Dis donc, Pierre, Manon a vraiment mauvaise mine. Elle a beaucoup maigri. Elle a des soucis ? C'est sans doute parce que Thomas est trop occupé et ne rentre pas souvent. » ai-je répondu. Françoise a soupiré. « Ah, ce garçon. Pourquoi s'est-il marié, à la fin ? Pour laisser sa femme seule à la maison et courir partout ? C'est comme ça, les jeunes de nos jours. »« N'importe quoi, a-t-elle rétorqué. Le regard de Manon est si triste. Ça fait mal au cœur de la voir comme ça. Les mots de ma sœur ont résonné en moi comme un coup de massue. Donc, même une personne extérieure pouvait voir la solitude de Manon. Françoise m'a dit de prendre soin d'elle, de ne pas la laisser se sentir seule. J'ai hoché la tête. Après son départ, j'ai repris ma houe, mais je n'avais plus aucune force dans les bras. Son regard est si triste. Les mots de Françoise tournaient en boucle dans ma tête. Oui, Manon était seule, tellement seule qu'elle pleurait chaque nuit et se consolait de cette manière. J'ai levé les yeux au ciel. Le ciel d'avril était d'un bleu limpide. Sous ce ciel, je sentais une émotion étrange grandir en moi. Était-ce de la pitié, de la compassion ou un désir déplacé? Je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais plus voir Manon comme une simple belle-fille. Ce soir-là, je me suis couchée très tôt, mais je me suis tournée et retournée dans mon lit sans trouver le sommeil. J'ai tendu l'oreille.
De la chambre principale parvenaient de nouveau ces sons. Des gémissements étouffés, des soupirs contenus, le frottement des draps. J'ai repoussé la couverture, je me suis levée et je suis allée dans le salon. Mes pieds m'ont porté involontairement vers la chambre. La porte était toujours entr'ouverte, laissant filtrer une faible lueur. Je me suis arrêtée devant et, une fois de plus, j'ai regardé à travers la fente. Manon était seule. Sous la clarté de la lune, la peau de ses épaules, dénudée par sa fine chemise de nuit, semblait d'une blancheur presque aveuglante. Elle avait les yeux fermés, les lèvres pincées, endurant tout, seule. À cet instant, j'ai compris. Ce n'était ni de la pitié, ni de la compassion. C'était une émotion interdite, qu'un vieil homme de 67 ans ne devrait pas ressentir pour sa belle-fille. Je suis resté longtemps devant la porte, avant de laisser échapper un soupir impuissant. Après cette nuit-là, j'ai souffert d'une insomnie totale. Allongé sur mon lit, fixant le plafond, je n'arrêtais pas de me demander « À quoi je pense ? Bon sang, est-ce normal ? Ou est-ce le fantasme déplacé d'un vieil homme ? Désirer sa propre belle-fille. Un beau-père de 67 ans regardant sa belle-fille de 34 ans de cette façon. C'est absolument mal. » Mais mon esprit rejouait en boucle cette image, Manon vue à travers la fente de la porte, seule, en larmes, sa silhouette solitaire. Cette femme souffre d'une immense solitude. Cette pensée faisait accélérer mon cœur. C'était un sentiment étrange, que je n'avais jamais connu en 67 ans. Même avec ma femme, je n'avais jamais ressenti une telle ardeur. Ce n'est que vers 5 heures du matin que je me suis assoupie. Quand je me suis réveillée à 8 heures, j'entendais déjà Manon préparer le petit déjeuner dans la cuisine. Je me suis lavé le visage et je me suis dirigée vers la table. Manon, comme d'habitude, avait préparé de la soupe et des œufs. Mais sa silhouette, de dos, semblait un peu raide. « Bien dormi ?» ai-je commencé. Manon a sursauté, son corps tressaillant. « Très bien. » Sa voix était plus faible que d'habitude. Je me suis assis à table, la regardant de dos. Elle portait un t-shirt gris et un pantalon noir moulant qui soulignait la finesse de sa taille. J'ai rapidement détourné le regard et pris mon verre d'eau. Manon a posé le petit déjeuner sur la table, mais n'est pas venue s'asseoir, restant debout à côté. « Tu ne t'assois pas ?» ai-je demandé. Sa voix était tremblante. « Je suis désolée. »« Désolée de quoi ?»« Hier soir. » Elle n'a pas pu finir sa phrase. Ses lèvres tremblaient légèrement. Mon cœur s'est serré. M'aurait-elle vu devant sa porte? Mais ce que Manon a dit ensuite était tout autre. J'ai dû faire trop de bruit. Je vous ai empêché de dormir. Mais non, ai-je dit. Ne me mentez pas, vous avez mauvaise mine. J'ai dû faire du bruit en rêvant. Je suis vraiment désolée. Les yeux de Manon se sont remplis de larmes. J'ai paniqué un peu, agitant les mains. Non, vraiment. C'est moi. Avec l'âge, je dors mal, c'est tout. Assieds-toi. Mangeons, ai-je dit en essayant de garder une voix stable. Manon a hésité un instant avant de s'asseoir en face de moi. Mais elle n'a presque rien mangé, se contentant de remuer le riz dans son bol avec sa cuillère. Mange un peu plus. Tu vas te rendre malade à ne rien manger. Pardon, je n'ai pas beaucoup d'appétit en ce moment. Pourquoi tu t'excuses tout le temps? Tu n'as rien fait de mal, lui ai-je dit. À ces mots, Manon a levé la tête et m'a regardé. Il y avait de la surprise et un certain soulagement dans son regard. Vous êtes sûr que ça va? Sûr et certain, ai-je répondu. Mais en réalité, ça n'allait pas du tout. Mon esprit était en plein chaos. Ma belle-fille s'excusant auprès de moi pour ses actes intimes de la nuit. La situation était trop étrange et trop déchirante. Après le petit déjeuner, Manon a fait la vaisselle. Je suis sortie fumer dans la cour. L'air d'avril était frais, mais mes pensées étaient confuses. Que devais-je faire? Je savais que ma belle-fille était seule. Je savais qu'elle souffrait de la solitude, négligée par son mari. Mais moi, en tant que beau-père, que pouvais-je faire pour elle? Après ma cigarette, je suis rentrée. Manon était assise sur le seuil, pliant du linge. Je me suis assis prudemment, à côté d'elle. Manon, ai-je appelé? Oui, Pierre, ça doit être dur pour toi. Cette question abrupte a figé les mains de Manon. Elle a posé le linge sur ses genoux. Ça va, ne me mense pas. Tu pleures toutes les nuits, je sais tout. Mes mots ont fait pâlir Manon. Pierre. Elle bafouillait, incapable de trouver ses mots. Thomas ne rentre pas? Tu es seule, n'est-ce pas? Manon n'a pas répondu, se contentant de baisser la tête et de se mordre les lèvres. Pardonnez-moi, j'aurais dû me retenir. Il n'y a pas besoin de se retenir. Pleurer n'est pas une faute, mais je vous ai dérangé. Tu ne me déranges pas.
J'ai eu envie de poser ma main sur son épaule pour la réconforter, mais je me suis retenue. Je sentais que je ne devais pas. Manon, je sais que c'est dur. Une jeune femme qui vit seule. Je sais à quel point c'est solitaire. Pierre, tu en as parlé à Thomas? Lui as-tu dit à quel point tu souffres? Manon a secoué la tête. Ça ne servirait à rien. Il n'a que son travail en tête. Cette maison ne l'intéresse pas. Mais vous êtes mari et femme. Nous ne sommes pas mari et femme, a dit Manon, sa voix soudainement glaciale. Nous sommes juste des étrangers qui vivent sous le même toit. On se voit à peine quelques fois par an. Qu'est-ce que c'est qu'un couple, dans ces conditions? Je suis restée sans voix. Je pouvais imaginer la douleur qu'elle ressentait en prononçant ces mots. C'est pour ça que la nuit, seule. Je n'avais pas fini ma phrase que Manon m'a regardée, stupéfaite. « Pierre, vous avez vu ?» Je ne pouvais pas mentir. Hier soir, en allant boire de l'eau. Je l'ai vu par accident. La porte n'était pas bien fermée. Oh! Le visage de Manon est devenu écarlate. Elle s'est couvert le visage de ses mains. « Pardon, vraiment pardon. J'ai dû devenir folle. »« Non, tu n'es pas folle, » me suis-je empressée de dire. « C'est tout à fait normal. Une jeune femme seule. C'est inévitable. Mais c'est si humiliant. Que vous m'ayez vue comme ça. » Manon a relevé son visage, les larmes coulaient déjà. Voir ces larmes m'a brisé le cœur. N'aie pas honte. Tout être humain a des besoins. « Et vous, Pierre? Vous en avez ?» a-t-elle soudainement demandé. J'étais abasourdie. « Vous aussi, vous êtes seul, n'est-ce pas? Vous ne vous sentez pas seul? Je suis vieux maintenant. » J'ai arrêté ma phrase à mi-chemin. « Est-ce qu'on ne se sent plus seul quand on est vieux ?» Le regard de Manon était fixé sur moi, un regard empli d'une curiosité sincère. Je suis resté silencieux un long moment avant de répondre lentement. « Si. Je me sens seul. Je suis humain, moi aussi. 6 ans seul, ce n'est pas facile. Alors, vous aussi. Parfois. Oui, moi aussi. » Ma franchise a fait écarquiller les yeux de Manon. Mais il n'y avait pas de surprise dans son regard, plutôt de la compréhension. « Alors vous aussi, vous êtes si seul. » « Oui. Très seul. » Nous sommes restés assis en silence un moment. On entendait les oiseaux chanter dans la cour. Le soleil d'avril nous réchauffait doucement. « Pierre, » m'a appelé Manon. « Je peux vous poser une question un peu étrange? »« Laquelle? Comment faites-vous pour gérer ce sentiment de solitude ?» Ma respiration s'est coupée. Une belle fille qui pose ce genre de questions à son beau-père, c'est déjà franchir une limite. Je ne peux que supporter. Et en supportant, ça passe? Non, ça ne passe pas. On s'habitue, c'est tout. Ma réponse a arraché un sourire amer à Manon. On dirait que je vais devoir m'habituer, moi aussi. M'habituer à cette solitude. Entendre ces mots m'a tordu le cœur. Une jeune femme de 34 ans, condamnée à vivre des décennies en s'habituant à la solitude. C'était trop cruel. Sans m'en rendre compte, j'ai parlé. « Manon. »« Oui? Je pourrais être t'aider. » À ces mots, Manon a levé la tête, me regardant avec stupeur. « M'aider? Qu'est-ce que ça veut dire ?» J'ai hésité longuement. Je savais que je ne devais pas dire ces mots. Une fois prononcés, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Mais ma bouche n'obéissait plus à ma volonté. Quand tu te sens seul, quand c'est trop dur. Si tu le veux, je peux être là pour toi. Le visage de Manon est devenu blême. Elle me regardait avec une incrédulité totale. « Pierre, mais qu'est-ce que vous dites? Je sais, ce n'est pas bien. Mais Manon, tu es jeune. Tu ne devrais pas vivre ta vie dans une telle solitude. Mais je suis votre belle-fille. Okinaye. Je le sais, c'est pour ça que je dis que c'est une idée folle. » J'ai tendu la main et j'ai pris celle de Manon. Elle était glacée. « Mais Manon, nous sommes 2 personnes seules. Si c'est le cas, est-ce vraiment si mal de nous apporter un peu de chaleur l'un à l'autre ?» Manon ne disait rien, mais les larmes coulaient sans arrêt sur ses joues. « Réfléchis-y. Prends ton temps. Si tu penses que c'est possible, tu me le diras. »« Anespiralonus. »« Anespiralonus. » J'ai lâché sa main. Je me suis levée, et au moment où j'allais quitter la cour, la voix de Manon s'est élevée derrière moi. « Pierre !» Je me suis retournée. Elle était toujours assise, en larmes. « Est-ce que ce serait vraiment possible? » Je ne sais pas, mais ce sera au moins mieux que maintenant. Manon a hoché la tête. Puis, elle a murmuré. « Je vais y réfléchir. » Je suis entrée dans le jardin, le cœur battant à tout rompre. Je ne savais pas ce que je venais de dire, ni ce qui allait se passer.
Je savais seulement que j'avais fait une proposition irréversible et que ma belle-fille ne l'avait pas refusée. Pendant les 3 jours qui ont suivi, Manon et moi n'avons presque pas échangé un mot. Le matin, un simple hochement de tête. Au repas, un silence de plomb. La proposition que j'avais faite était comme un mur invisible entre nous. Je regrettais. Je me trouvais impulsif. J'avais dit à ma belle-fille des choses que je n'aurais jamais dû dire. Chaque soir avant de dormir, je me disais que le lendemain matin, je devais m'excuser, lui dire d'oublier mes paroles. Mais le matin venu, les mots refusaient de sortir. Manon était pareille. Elle était devenue encore plus silencieuse qu'avant, sans plus aucun sourire sur son visage. Elle faisait les tâches ménagères comme un automate, sans émotion. Le 3e jour, le temps s'est brusquement dégradé. Dès le matin, le ciel était couvert. L'après-midi, le vent s'est mis à souffler fort. J'ai rentré les pots de fleurs sous l'auvent et j'ai ramassé le linge qui séchait. Un gros orage se préparait. « Les fenêtres sont bien fermées ?» ai-je demandé à Manon. Elle a simplement hoché la tête. Vers 6 heures du soir, le déluge a commencé. Éclairs et tonnerre, la pluie tombait à verse. Après le dîner, Manon est retournée dans sa chambre. Je suis restée seule sur le perron à écouter la pluie en buvant du vin. J'espérais que l'alcool calmerait le tumulte de ces derniers jours. Vers 10 heures du soir, la pluie redoubla d'intensité. La cour était inondée et les gouttes martelant le toit faisaient un bruit d'enfer. J'étais un peu ivre. J'ai regagné ma chambre en titubant, mais une fois allongée, impossible de dormir. Le bruit de la pluie était assourdissant. C'est alors que j'ai entendu frapper à ma porte. « Pierre ?» C'était la voix de Manon. Je me suis levée précipitamment pour ouvrir. Manon se tenait sur le seuil, vêtue de sa fine chemise de nuit, une épaule trempée. « Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème ? Il y a une fuite dans ma chambre. » Je l'ai suivie en vitesse jusqu'à la chambre principale. Effectivement, de l'eau gouttait d'un coin du plafond. Une flaque s'était déjà formée au sol. Mince. Une tuile a dû se casser. Evlé SBD. Je suis allée chercher une bassine à la cuisine et je l'ai placée sous la fuite. Mais la pluie était si forte que la bassine serait vite pleine. « Tu ne peux pas dormir ici ce soir. Va dans ma chambre. »« Votre chambre ? Oui, je dormirai dans le salon. »« Non, c'est moi qui dors dans le salon. »« Ne dis pas de bêtises, tu es mon invité. Tu dors dans ma chambre, je dors dans le salon. » J'ai pris une autre couverture de ma chambre et je l'ai étendue dans le salon. Manon se tenait à côté, l'air coupable. « Vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas ? Ne t'en fais pas. Va vite te coucher. » Manon est entrée dans ma chambre. Je me suis allongée sur le sol du salon. Sans le plafond pour isoler, le bruit de la pluie était encore plus fort. 1 heure plus tard, je ne dormais toujours pas. Le sol était dur, j'avais mal au dos, et le bruit était infernal. C'est alors que la porte de ma chambre s'est ouverte. « Pierre ? Vous dormez ?» C'était la voix de Manon. « Pas encore. Comment voulez-vous dormir dans le salon ? Venez vite vous coucher ici. »« Non, ça va, je reste là. »« Pierre. » Sa voix était tremblante. « J'ai peur. Le bruit du tonnerre est si fort. » Je n'ose pas rester seule. Je me suis redressée. Manon se tenait dans l'encadrement de la porte, me regardant. Dans la faible lumière, son visage était très pâle. « Est-ce que vous pouvez venir avec moi ?» Cette phrase a fait battre mon cœur à tout rompre. Une belle fille qui demande à son beau-père de rester dans la même chambre. Ce n'était plus une simple requête. Je me suis levée lentement et je suis entrée dans ma chambre. Il y faisait chaud. Manon avait préparé 2 couchages, un dans un coin de la pièce, l'autre à l'opposé. « Pierre, vous pouvez dormir là ?» J'ai hoché la tête et je me suis dirigée vers l'un des couchages. Nous nous sommes allongés chacun de notre côté. Manon a éteint la lumière, mais à chaque éclair, la pièce s'illuminait. « Pierre !» La voix de Manon s'éleva dans l'obscurité. « Ce que vous avez dit il y a 3 jours, vous le pensiez vraiment ?» Ma respiration s'est suspendue. « Quand vous avez dit que vous pouviez m'aider, c'était vrai ?»« Manon, j'y ai pensé pendant ces 3 jours. » Sa voix tremblait. Au début, je trouvais ça absurde. Un beau-père et sa belle-fille, comment est-ce possible? Un coup de tonnerre assourdissant a interrompu sa phrase. Mais je suis si seule, si malheureuse. Je ne peux plus continuer à vivre comme ça, toute seule. Je suis restée allongée, les poings serrés. Pierre, vous aussi vous êtes seul, n'est-ce pas? 6 ans seul. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas? Manon, tais-toi, l'ai-je interrompu. Tu sais ce que tu dis? Ce n'est pas bien. Eviha, Efiha bié, Efiha biha. Qu'est-ce qui n'est pas bien? La voix de Manon s'est soudainement élevée. Mon mari ne me considère même pas comme une femme. On ne se voit que quelques fois par an. Pas un appel, pas un message. Pour lui, je ne suis qu'un nom sur un livret de famille.
Manon s'est mise à pleurer. Je suis une femme, moi aussi. Je suis un être humain. J'ai besoin de chaleur. J'ai besoin que quelqu'un soit à mes côtés. J'ai repoussé ma couverture et je me suis levée. Dans le noir, je me suis approchée de son lit. Je me suis agenouillée devant elle. Manon, calme-toi. En ce moment, Pierre. Manon s'est redressée et a attrapé ma main. Je vous en supplie, ne me laissez plus seule. Au moins pour cette nuit. Laissez-moi sentir que je ne suis pas seule. Un éclair a zébré le ciel. Dans sa lumière, j'ai vu le visage de Manon. Un visage baigné de larmes, empli de désir. Je vous en supplie, a-t-elle murmuré. À cet instant, la dernière barrière en moi s'est effondrée. Les 67 années de raison, de morale, d'éthique, tout a volé en éclats. J'ai tendu les bras et j'ai serré Manon fort contre moi. Son petit corps tremblait légèrement dans mes bras. C'était chaud, si chaud. C'était la chaleur d'un corps de femme, une chaleur que j'avais désirée pendant 6 ans. Pierre, pardonnez-moi. Je n'en peux plus. J'ai pris le visage de Manon entre mes mains et je l'ai doucement embrassé. Manon a d'abord sursauté, mais très vite, elle a passé ses bras autour de mon cou et a répondu à mon baiser. Nous nous sommes embrassés ainsi. Les 67 années de solitude, les 34 années de manque, tout a fondu dans ce baiser. Quand nos lèvres se sont séparées, Manon a murmuré à mon oreille. Pierre, j'ai peur. Moi aussi. C'est la première fois que j'ai aussi peur. Moi aussi. J'ai doucement allongé Manon sur le matelas. Elle a fermé les yeux, ses longs cils tremblaient. Manon, il est encore temps. On peut encore s'arrêter. En entendant mes mots, Manon a ouvert les yeux. Elle a tendu la main et a caressé ma joue. Non, je ne veux plus être seule. Cette phrase, pour moi, était une permission. Dehors, l'orage faisait toujours rage. Le tonnerre grondait, les éclairs illuminaient le ciel. Mais tout ce bruit semblait avoir disparu. Je ne sentais plus que la présence de Manon. Sa chaleur, son souffle tremblant, tout occupait mes sens. J'avais vécu 67 ans, et c'était la première fois que je ressentais cela. Même avec ma femme, je n'avais jamais connu une telle ardeur. Ce n'était pas un simple désir, c'était une soif désespérée, née de la solitude. C'était l'étincelle jaillissant de la rencontre de 2 âmes en manque. Je l'ai serré encore plus fort contre moi, et j'ai murmuré à son oreille. « À partir de maintenant, tu ne seras plus seul. Nous ne serons plus seuls. Pierre, merci, vraiment merci. Ça là, Vali. » Manon a pleuré dans mes bras. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de gratitude pour cette chaleur si longtemps attendue. La pluie a peu à peu cessé, le tonnerre s'est éloigné. Nous étions allongés l'un contre l'autre. Manon avait le visage enfoui dans mon torse, je caressais doucement ses cheveux. « Pierre ? Ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas un rêve. Ce qu'on fait, ce n'est pas grave ? Je ne sais pas, mais... » J'ai fait une pause. J'ai pris son visage entre mes mains et je l'ai regardé dans les yeux. Je ne regrette pas. Et toi ? Je ne regrette pas non plus, a-t-elle dit. C'est la première fois que je me sens vivante. Je l'ai embrassée doucement sur le front. Dors, maintenant. D'accord. Manon a fermé les yeux dans mes bras. En écoutant sa respiration calme, j'ai regardé le plafond. Que va-t-il se passer maintenant ? J'étais inquiet, j'avais peur, mais en même temps, une étrange chaleur emplissait mon cœur. 6 ans, pour la première fois en 6 ans, je ne me sentais plus seule. Après cette nuit, notre relation a complètement changé. Au réveil, Manon était allongée dans mes bras. Je caressais ses cheveux, commençant une nouvelle journée. Entre nous, plus de gêne ni de culpabilité. Juste 2 personnes partageant leur chaleur. « Pierre, il faut se lever. » Manon m'a tapoté doucement la joue. J'ai ouvert les yeux et je l'ai regardée. La lumière du matin illuminait son visage, elle était magnifique. « Encore un petit peu ?» ai-je dit en la serrant plus fort. Manon a ri et s'est blottie contre moi. « Pierre, j'ai faim. » « D'accord, levons-nous. » Nous nous sommes levés ensemble pour préparer le petit déjeuner. Manon faisait le riz, je préparais la soupe. Elle faisait frire les œufs pendant que je coupais les légumes. « Pierre, tu aimes les œufs, n'est-ce pas ?»« Oui, j'aime ça. Alors j'en fais un de plus. » Manon a cassé un autre œuf dans la poêle. Ses gestes étaient si naturels, comme si nous vivions ainsi depuis toujours. Au petit déjeuner, Manon a dit « Pierre, il faut réparer le plafond de la chambre. On ira voir le maire aujourd'hui pour qu'il nous trouve un artisan. Je peux venir avec toi ? » Bien sûr. On ira ensemble. Nous sommes allés ensemble chez le maire. Il avait à peu près mon âge. En voyant Manon, ses yeux se sont illuminés.
Oh là là, c'est ta belle-fille. Oui, elle est venue de Paris pour me voir. Dis donc, qu'est-ce qu'elle est jolie. Tu as bien de la chance, Pierre. Le maire a été très gentil avec Manon et a promis qu'il enverrait un couvreur dans l'après-midi. Sur le chemin du retour, Manon m'a pris le bras. Pierre, regarde comme ces fleurs sont belles. Sur le bord de la route, les rhododendrons étaient en pleine floraison. Manon s'est accroupie devant le buisson, caressant doucement un pétale. C'est magnifique, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment magnifique. À Paris, on ne voit jamais de si belles fleurs. Ici, il y en a partout. Bientôt, les cerisiers vont fleurir aussi. Les cerisiers. J'aimerais tant les voir. La voix de Manon était empreinte d'une certaine tristesse. Je savais à quoi elle pensait. Quand les cerisiers fleuriraient, elle serait déjà de retour à Paris. Manon, tu ne pourrais pas rester un peu plus longtemps? À ma question, Manon a eu un sourire amer. Je ne peux pas. Je n'ai posé qu'1 mois de congé. Tu pourrais demander à Thomas de rester quelques jours de plus. Ça ne lui ferait ni chaud ni froid. Ce que je fais, il s'en fiche complètement. Mais Manon a fait une pause. Mais quoi? Nous ne pouvons pas continuer comme ça éternellement. Ces mots m'ont serré le cœur. Pourquoi pas? Pierre, nous sommes un beau-père et sa belle-fille. Cette relation devra bien finir un jour. Je ne veux pas qu'elle finisse. En entendant mes mots, Manon m'a serré la main très fort. Je ne veux pas non plus, mais la réalité est la réalité. Nous avons regardé les rhododendrons en silence. Le vent de printemps faisait doucement onduler les pétales. Cet après-midi-là, l'artisan est venu réparer le plafond. Mais Manon n'a pas réintégré sa chambre. Elle a continué à dormir avec moi. Chaque nuit, nous nous serrions fort l'un contre l'autre. Nous n'étions plus gênés. Nous apprenions lentement à connaître le corps et le cœur de l'autre. « Pierre », a dit Manon, le visage enfoui dans mon torse. « Je me sens si heureuse. Moi aussi. Ça faisait si longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi heureuse. Pour moi, c'est la première fois. La première fois? Même avec ta belle-mère, je n'ai jamais ressenti ça. I'm falling to fall. » À ces mots, Manon a relevé la tête et m'a regardé. Et moi, alors? Tu es spécial. C'est toi qui m'as fait sentir que j'étais de nouveau vivant. Les yeux de Manon se sont embués. Moi aussi, c'est vous, Pierre, qui m'avez redonné le sentiment d'exister. Nous nous sommes embrassés, un baiser long et profond, un baiser qui contenait tant d'émotions inexprimables. Ainsi, 1 semaine a passé. Cette semaine-là, nous étions comme un couple de jeunes mariés. Nous travaillions ensemble au potager, nous allions ensemble au marché, nous mangions ensemble, nous dormions ensemble. Je peux dire que c'était la période la plus heureuse de ma vie. Mais tous les bons moments ont une fin. Un soir, le téléphone de Manon a sonné. « Allô? Ah, demain? C'est un peu soudain. D'accord, j'ai compris. » Manon a raccroché, le visage grave. Qui c'était? C'était Thomas. Il a dit qu'il rentrait demain. Mon cœur s'est serré. Pourquoi? Son entreprise lui a donné 1 semaine de congé. Il a dit qu'il voulait venir passer quelques jours ici. Il arrivait quand? Demain après-midi. Nous nous sommes regardés en silence. Le retour de mon fils signifiait que notre relation devait prendre fin. Cette nuit-là, comme pour un adieu, nous nous sommes enlacés plus fort que jamais. Manon a pleuré dans mes bras. Je ne pouvais que la serrer encore plus fort. « Pierre, s'il vous plaît, n'oubliez pas. » « Oubliez quoi? Ne m'oubliez pas, et n'oubliez pas ce que nous avons vécu ensemble. Je n'oublierai jamais. Moi non plus. Je n'oublierai jamais de ma vie. » Le lendemain après-midi, Thomas est rentré. « Salut papa, ça va? » « Très bien. » Il n'a même pas jeté un regard à Manon. Il a balancé sa valise dans la chambre et s'est assis sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone. « Thomas, dis bonjour à ta femme, » ai-je dit. Il a alors levé la tête, a jeté un regard de côté à Manon. « Ça va? » Ce fut l'intégralité de leur conversation. Un couple marié depuis 6 ans, qui ne s'était pas vu depuis 3 semaines, et leur dialogue se résumait à 2 mots. J'ai eu mal au cœur, et j'ai eu honte. Cet homme était mon fils. L'ambiance au dîner était glaciale. Thomas a fini de manger et s'est enfermé dans sa chambre. Manon a fait la vaisselle seule, en silence. Je suis sortie fumer dans la cour. C'était à cause de son comportement que Manon était si seule. J'en voulais à mon fils. Mais en même temps, je me disais que si mon fils avait bien traité sa femme, alors rien de tout cela ne serait arrivé entre Manon et moi. Mes sentiments étaient très confus. À partir de ce soir-là, Manon a réintégré la chambre principale. Thomas a dormi dans ma chambre, et moi, dans le salon. Avril s'est terminé. Thomas restait aussi froid avec Manon. Chaque jour, il était soit sur son téléphone, soit devant son ordinateur. Le 4e jour,
Manon m'a appelé dans la cour. Pierre. Je pense que je vais rentrer à Paris demain. Pourquoi? Il te reste encore une semaine, non? Rester ici n'a plus de sens. Thomas. Il ne se soucie pas de moi. Le regard de Manon était triste. Et puis, en restant près de vous, je ne peux pas m'empêcher de penser à vous. Et ce n'est pas bien, Pierre. Arrêtons-nous là. Cette relation n'aurait jamais pu durer. Mon cœur s'est déchiré. Tu dois vraiment partir? Je dois partir. Alors on ne se reverra plus jamais? Manon a hoché la tête. On se verra pour les fêtes, bien sûr, mais ce ne sera plus jamais comme avant. Je comprends. Je ne pouvais plus rien dire d'autre. Ma gorge était nouée. Le lendemain matin, Manon a fait ses bagages. Thomas dormait encore dans sa chambre. Il n'a même pas pensé à se lever pour lui dire au revoir. J'ai accompagné Manon jusqu'au car. Quand la porte s'est refermée, elle s'est retournée et m'a fait un signe de la main. Je lui ai fait un signe en retour. Puis le car a disparu. Je suis resté longtemps sur le bord de la route avant de rentrer lentement à la maison. La maison vide était d'un silence terrifiant. L'après-midi, le facteur est passé. « Monsieur, une lettre pour vous. » J'ai pris la lettre. Elle venait de Paris. L'expéditeur était Manon. Je me suis assis dans la cour et j'ai ouvert l'enveloppe. « Pierre, pardonnez-moi de vous dire au revoir par écrit. J'avais peur de pleurer si je vous le disais en face. Pierre, merci. Le mois que j'ai passé ici a été le printemps le plus chaleureux de ma vie. En 6 ans de mariage, je ne m'étais jamais senti aimée. Mais pendant ce court moment avec vous, pour la première fois, je me suis sentie femme, une personne précieuse. Je ne sais pas si ce que nous avons fait est bien ou mal. Aux yeux des autres, c'est peu, être impardonnable. Mais je ne regrette rien. S'il vous plaît, ne regrettez rien non plus. Nous n'étions que 2 âmes solitaires qui se réchauffaient l'une l'autre. Ce n'est pas un péché, c'est un réconfort. Pierre, prenez bien soin de vous. Soyez heureux. Je retourne maintenant à ma vie d'avant. Mais parfois, je penserai à ce mois-ci et je sourirai. S'il vous plaît, ne restez plus seul. J'espère que vous trouverez quelqu'un qui prendra vraiment soin de vous. Je vous ai aimé, Pierre, brièvement mais sincèrement. Manon. En finissant de lire, mes larmes, que je retenais, ont coulé. J'avais 67 ans et je n'avais jamais pleuré comme ça. J'ai soigneusement plié la lettre et je l'ai mise dans ma poche. Puis j'ai levé les yeux vers la cour. Le prunier dans le coin du jardin était couvert de fleurs blanches. Le printemps était là. Je me suis approché du prunier et je me suis assis. Les pétales tombaient avec le vent, se posant sur mes genoux. « Merci, Manon », ai-je murmuré. « Toi aussi sois heureuse. » Le vent d'avril soufflait doucement. Le parfum des fleurs de prunier embaumait toute la cour. Je suis resté longtemps assis dans ce parfum et j'ai compris. L'amour n'a pas d'âge. Le réconfort n'a pas de forme. Certaines rencontres, même brèves, suffisent à réchauffer toute une vie. Même si la maison était vide, mon cœur, lui, était plein. Car le souvenir de ce printemps, laissé par Manon, remplissait cette maison et remplissait mon cœur. Certaines relations ne devraient jamais être jugées avec un regard conventionnel. Dans cette vieille maison solitaire, un homme de 67 ans et une femme de 34 ans ne cherchaient pas le frisson de l'interdit, mais une lueur dans la longue nuit, une chaleur pour se réconforter mutuellement. Leur rencontre fut comme une douce pluie de printemps qui a nourri sans bruit leur cœur depuis longtemps asséché, leur permettant de retrouver le sentiment d'être précieux, d'être compris. À la fin de l'histoire, le printemps est passé, la personne est partie et la cour a retrouvé son silence d'antan. Mais cette lettre et le parfum des fleurs prouvaient que certaines chaleurs, même éphémères, suffisent à illuminer les longues années à venir. Il existe de nombreuses formes d'amour, et leur amour à eux leur a donné à chacun le courage d'affronter de nouveau, seuls, leur propre vie. Peut-être que ce n'est pas une histoire de bien ou de mal, mais une histoire de compréhension et de compassion. Dans un monde froid, rencontrer quelqu'un qui est prêt à écouter votre solitude est, en soi, une forme de bonheur.